professeur Chabrol, vous êtes pédiatre et chef de service de neurométabolisme pédiatrique à Marseille et coordonnatrice de centre de référence maladies rares au sein de ce service, le centre coordonnateur COMET pour les maladies héréditaires du métabolisme et le centre des maladies mitochondriales de l'enfant à l'adulte, CALISSON. Vous êtes aussi responsable de l'équipe pédiatrie du centre de référence des maladies neuromusculaires. Votre implication dans le domaine des maladies rares va au-delà, notamment de par votre responsabilité médicale de la plateforme d'expertise maladies rares de la PHM dont je suis membre et de par votre implication dans les comités de labellisation. Nous sommes en amont de la 15e journée internationale des maladies rares et merci beaucoup, professeur Chabrol, d'être au rendez-vous pour nous parler de vos centres maladies rares et aussi de la plateforme. Tout d'abord, s'il vous plaît, j'aimerais que vous nous donniez quelques informations sur la mise en place de ces centres et de la plateforme. Merci beaucoup. Donc, effectivement, j'ai la chance de participer à l'aventure des maladies rares et de la constitution de ces centres depuis 2004. Donc, c'est au sein de la PHM, nous avons répondu présent d'emblée. Nous étions quelques-uns, très bien soutenus par l'institution. Et nous avons pu avoir nos premières labellisations. Et d'ailleurs, le centre coordonnateur des maladies héréditaires du métabolisme est labellisé depuis 2004, ainsi que le centre de référence des maladies neuromusculaires, dont j'ai la responsabilité de la partie enfant depuis 2004. Il y a eu d'autres labellisations depuis, donc une plus récente donc en 2017 et puis une prochaine en 2022 qui est un vrai challenge actuellement pour la PHM. Dans le cadre justement de ces différents centres de référence, il faut savoir qu'au niveau de la DGOS, donc du ministère, il y a eu des thématiques par thématique de santé et création de filières, donc dans les années 2015. Ces filières ont coordonné un certain nombre de centres de référence. Pour ma part, j'ai animé la filière maladie héréditaire du métabolisme pendant 4 ans. Actuellement, elle est animée par le professeur Delonlé à l'hôpital Necker à Paris. Et parallèle à ces filières, très rapidement est apparu le besoin qui est au sein d'un établissement de santé, une plateforme qui soit transversale. Donc, il ne va pas répondre au centre de référence par thème de santé, mais par contre, qui va pouvoir donner une réponse en termes d'organisation, de coordination, de mutualisation des besoins et également de communication. Et donc, cette idée de plateforme a germé au sein de la DGOS. J'ai fait moi-même partie des groupes de travail de mise en place et la PHM a répondu présent et nous avons été labellisés donc en 2020 pour cette plateforme. À l'époque, il y avait 10 plateformes. Je crois qu'actuellement, il y en a une vingtaine. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce plan maladie rare qui a été décliné comme un grand plan de santé au niveau national qui a pu se mettre en place progressivement et en particulier au CHU de Marseille, donc avec actuellement plus de 17 centres de référence et 73 centres de compétences. Merci beaucoup, professeur Chabrol, pour toutes ces explications. Et pourriez-vous un peu nous parler de l'organisation au niveau de vos centres en particulier ? Alors, je crois que ce qui est important, c'est pas mon centre ou le centre de quelqu'un. Ce qui est important, c'est de répondre à des missions. Donc, il y a un cahier des charges qui est parfaitement bien défini. Il y a des missions de coordination, des missions qui sont au niveau local, régional, territorial, voire international. Il y a des missions de soins, j'allais dire du soin de proximité. C'est le soin, ça commence par le début du parcours patient, c'est l'arrivée d'un patient dans le service, le diagnostic le plus précis possible, l'annonce du diagnostic, la mise en place des soins et parfois des soins qui mettent en jeu de très haute technologie. Donc tout ça doit être assuré par le centre de référence. Il y a bien sûr une mission aussi d'enseignement, pas uniquement médicale, mais de toutes les professions paramédicales ou d'autres professionnels qui vont entourer le parcours des patients. Et puis, il y a la relation, bien sûr, avec les enfants, les familles et les associations de patients qui est aussi fondamentale. Alors, pour cela, nous bénéficions donc d'un budget spécifique où on va pouvoir obtenir donc un personnel qui soit totalement dédié à ces centres de référence aux maladies rares. Donc,
pour ma part, on peut citer l'exemple du centre Comet, donc pour les maladies héréditaires du métabolisme, où nous sommes 3 médecins à travailler. Donc les médecins ont des temps, ce qu'on appelle des temps un peu plus partiels, même si vous savez que le temps médical, c'est peut-être la chose la plus complexe à quantifier. Mais sinon, il y a surtout une chef de projet qui nous permet d'animer, qui a un rôle essentiel dans l'animation, la coordination du centre de référence des différents partenaires, que ce soit intracentre ou extracentre. Elle nous permet aussi de répondre en temps et en heure aux différents appels d'offres, tant au niveau de la recherche. Elle collabore à nos actions d'éducation thérapeutique, à d'autres missions telles que la rédaction d'un PNDS ou quoi. Donc c'est un rôle essentiel, ce chargé de projet au sein des centres de référence. Il y a aussi la possibilité d'avoir une infirmière de coordination qui est très très présente auprès des patients, qui permet d'organiser leur prise en charge du moment du diagnostic, des différents bilans nécessaires pour établir ce diagnostic, et puis le parcours de soins, puisqu'il y a des traitements très spécifiques qu'on va proposer, et jusqu'à, en tout cas pour la pédiatrie, une étape importante, ce qu'on appelle la transition enfant-adulte, donc l'accompagnement de l'enfant parfois dès les premières heures de vie, les premiers jours de vie, jusqu'à la période de transition enfant-adulte. Donc un rôle essentiel aussi de l'infirmière de coordination. Il y a aussi une psychologue qui va permettre d'avoir ce contact extrêmement proche avec les enfants. Il y a des périodes qui sont très très importantes. Il y a le tout petit, mais il y a aussi l'enfant qui grandit, l'enfant qui devient adolescent, et puis on l'a dit, l'adolescent qui devient adulte. Et les psychologues sont là pour répondre justement à tous les besoins spécifiques à ces âges, à ces différents âges de la vie. Il y a aussi une secrétaire et également d'autres professionnels comme neuropsychologues, ergothérapeutes qui nous ont rejoints au fur et à mesure pour pouvoir assumer au mieux le parcours de soins de façon très spécifique et surtout répondre à ce que nous demandent les équipes extérieures, c'est-à-dire une évaluation les plus précises possibles des besoins des enfants et de voir comment on peut les mettre en place à proximité de leur domicile. Merci beaucoup, professeur Chabrol. Et en ce qui concerne les maladies qui sont prises en charge dans vos centres, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Il y a donc, on a dit, il y a 3 grands groupes de maladies, ce qu'on appelle les maladies héréditaires du métabolisme, donc qui sont toutes des maladies d'origine génétique, qui sont caractérisées par un déficit sur une enzyme essentielle à la vie, et donc lorsqu'il y aura une mutation sur l'un des gènes mis en cause avec un déficit enzymatique, il y a des troubles qui vont apparaître, soit très très tôt, dès les premières heures de vie avec grand coma et risque de décès, soit un petit peu plus tard, soit sous forme de ce qu'on appelle de maladies neurodégénératives. Les maladies mitochondriales sont des maladies qui touchent également, qui sont d'origine aussi génétique et qui vont toucher tout ce qui permet d'apporter l'énergie au corps humain, donc là aussi qui s'exprime en priorité chez le tout petit parce que c'est vraiment la période de notre vie où on a besoin le plus d'énergie, mais parfois un peu plus tard et qui ont la particularité aussi de toucher tous les organes, donc pas seulement le cerveau ou le muscle, mais également le cœur, le foie, le rein, et d'où l'intérêt de travailler aussi au sein d'un hôpital d'enfants où tous les professionnels et toutes les compétences seront réunies autour de la complexité et des signes que présente cet enfant. Et enfin, la partie pédiatrique du centre de référence des maladies neuromusculaires, qui est l'une des premières thématiques qui a été développée, et qui là aussi va d'enfants qui ont des maladies génétiques qu'on va appeler amyotrophie spinale qui touchent la corne antérieure de la moelle épinière, des maladies du nerf périphérique et des maladies du muscle, dont la plus fréquente est celle qu'on appelle myopathie de Duchenne. Donc finalement, dans un certain nombre d'enfants porteurs de handicap et porteurs de maladies rares, ils seront pris en charge dans les 3 centres que je coordonne, mais il faut savoir qu'au sein de mon service, il y a également un centre de référence polyhandicap, un centre de référence épilepsie rare de l'enfant, et donc les problématiques de neurologie pédiatrique
rares sont toutes prises en charge au sein de nos centres, puisqu'il y a également un centre de compétences pour la maladie, les neurofibromatoses et un centre de compétences pour les pathologies inflammatoires rares du système nerveux central. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne l'errance diagnostique? Alors, l'errance diagnostique, très franchement, en pédiatrie, elle est plus liée au fait que un professionnel de santé ou ne pense peut-être pas encore que c'est une maladie rare et nous l'envoie de façon un petit peu décalée par rapport aux premiers signes qui ont inquiété les parents. Mais je dois dire qu'il y a eu quand même des grands progrès, on peut encore faire mieux. Et c'est vrai que chaque fois qu'on se pose la question pourquoi un enfant a un trouble du neurodéveloppement, on devrait voir cet enfant assez rapidement dans l'un des centres que l'on gère dans le service pour pouvoir apporter le diagnostic le plus précis possible, d'autant plus qu'on l'a vu et on le verra de plus en plus dans les années qui viennent, il existe vraiment des traitements spécifiques qu'il faut mettre en place le plus précocement possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Vous avez déjà évoqué le parcours patient, comment ça se met en place. Est-ce que vous voulez nous donner un exemple en particulier? Non, enfin oui et non. Le parcours patient, ça commence par une inquiétude sur le neurodéveloppement d'un enfant. Donc ça peut être un tout petit enfant, mais ça peut être aussi un enfant plus âgé pour qui il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Et puis il y a une régression au niveau scolaire, au niveau moteur, au niveau comportement, qui fait poser des questions. À ce moment-là, cet enfant va être vu par son médecin traitant qui, s'il n'arrive pas à résoudre le problème, nous l'enverra en consultation. Donc, c'est des consultations, en tout cas pour les tout petits qui sont données très rapidement lorsqu'elles nous sont demandées. Pour les enfants de moins de 1 an, l'enfant est vu dans les jours qui suivent la demande si elle est bien argumentée par le médecin. Et puis, tout va dépendre en fait de la maladie. Je vous ai parlé par exemple d'un coma néonatal précoce. Le diagnostic, il est fait dans les 3 heures si on pense à une maladie héréditaire du métabolisme, comme ça peut être un petit peu plus long, par exemple dans les déficiences intellectuelles. Toujours est-il que le diagnostic doit être fixé le plus rapidement possible, puis en fonction, il y a cette grande période qu'on appelle l'annonce du diagnostic, et de là va découler la prise en charge, soit avec une prise en charge très spécifique, on a déjà parlé, ou on parlera de thérapie génique ou de régime particulier, mais tout va dépendre en fait du diagnostic précis, et soit une prise en charge qu'on appelle plus symptomatique, et en particulier dans le domaine du handicap, donc c'est la prise en charge du handicap qu'on va mettre en place. Dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose à faire et à proposer à l'enfant et à sa famille. Donc un accompagnement. Et en matière d'accompagnement, je sais que la parole à l'enfant atteint d'une maladie grave et aux parents, leur accompagnement est un sujet majeur pour vous et vos associés. Vous y travaillez notamment en tant qu'enseignante-chercheuse dans l'équipe éthique, santé et sciences humaines de l'INSEE ADES de professeur Pierre Lecause. Vous avez publié sur l'accompagnement et la qualité de vie. Vous avez aussi une salle dédiée pour la rencontre avec les patients et les familles. Et quelles seraient, s'il vous plaît, vos recommandations essentielles en matière d'accompagnement des familles à ce jour? Alors, les recommandations essentielles, je crois, c'est premièrement être à l'écoute, ne pas laisser un enfant, une famille dans la solitude, dans l'isolement, donc pouvoir toujours proposer quelque chose. Et pour ça, il faut vraiment avoir un réseau, connaître les professionnels qui vont pouvoir prendre en charge cet enfant, échanger, ça c'est extrêmement important. Le point qui est, comme vous l'avez dit, important, c'est la parole. Donc la parole, le temps d'annonce diagnostique, c'est vraiment, pour nous, c'est une plateforme qui va permettre de mettre en place la prise en charge. Donc c'est un temps qui est vraiment très très précieux et très privilégié. Il y a effectivement une salle d'annonce pour essayer de différencier un petit peu du soin, on va dire, plus courant. Et quant à la parole à l'enfant, c'est vrai que nous nous sommes rendus compte au fil des années que l'annonce diagnostique était faite aux parents, et puis très souvent, on ne reprenait pas le diagnostic avec l'enfant, et en tout cas, qu'il n'avait jamais eu lui-même
une information diagnostique quant à la maladie qu'il présentait, pour lequel il avait des soins, pour laquelle il était obligé de venir à l'hôpital, parfois une fois par semaine, suivant les cas, parfois tous les 3 mois, et que finalement on n'a pas toujours repris exactement ce que c'est que cette maladie, d'où elle vient, comment elle se transmet, quel est vraiment le pronostic, est-ce que eux-mêmes, est-ce que ces enfants devenus ados, adultes peuvent transmettre cette maladie? Bref, beaucoup d'informations qui ne passaient pas beaucoup par l'équipe du centre de référence et que les enfants piochaient un petit peu à droite, à gauche. Donc, il a été décidé depuis quelques années de vraiment faire un travail plus spécifique. Donc, il y a eu effectivement un travail d'éthique sur l'annonce diagnostique à l'enfant que nous venons de publier et qui montre l'intérêt d'utiliser, dans le cadre de la myopathie de Duchenne, d'utiliser un outil qui est un livre qu'on va donner à des enfants de 6-7 ans et qui leur permettront de le remontrer après à leurs amis, à l'école, à leurs cousins, dans leur famille. Et puis, il y a eu un travail aussi un peu plus spécifique chez l'adolescent et ce travail d'information nous semble absolument capital. Voilà, donc tout ça, c'est vrai nous avons la chance de travailler dans une équipe qui est très, très sensibilisée à ces problèmes et puis d'être accompagnée par l'équipe du professeur Lecause et donc de pouvoir travailler avec des masters d'éthique et faire vraiment de la recherche spécifique sur ces sujets. Oui, et vous travaillez aussi en lien avec des associations. Et vous êtes vous-même à l'initiative du réseau Handymôme. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce réseau? Oui, alors le réseau Handymôme, c'est un réseau de santé, c'est ce qu'on appelle des réseaux financés par l'ARS, des réseaux ville-hôpital. Donc, c'est un réseau que nous avons monté avec l'association Salin-de-Brésil et en particulier le docteur Gilbert Hurley depuis maintenant L'idée, nous l'avons eue depuis plus de 20 ans et le réseau a été créé en 2008. Il perdure, donc ce réseau a une réelle utilité. Donc, il est destiné aux enfants entre 0 et 20 ans, porteurs de handicap moteur ou moteur et associés à une déficience intellectuelle ou polyhandicap, et des enfants qui sont à domicile, qui ne sont pas pris en charge par des structures déjà organisées, bien sûr, parce qu'il est hors de question d'être redondant dans les prises en charge. L'intérêt, c'est d'être là aussi pour faire une évaluation la plus précise possible et trouver la meilleure des solutions possibles dans l'accompagnement à proposer à l'enfant et sa famille. Merci beaucoup. En matière de recherche et d'innovation, il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours. Vous participez à nombre d'entre eux. En particulier, je sais que votre centre traite maintenant des bébés avec une thérapie génique pour la myotrophie spinale infantile, qui est prometteuse. L'exemple d'Axel en témoigne. Est-ce que vous pourriez nous parler des traitements d'aujourd'hui et des perspectives proches? Alors, la mission, parmi les missions donc, des centres de référence, il y a bien sûr la participation aux essais cliniques en termes de recherche. Il peut y avoir d'autres types de recherche, bien évidemment. Hein. La recherche qu'on mène n'est pas uniquement autour des essais cliniques. Donc, les essais cliniques, c'est organisé en fait par un promoteur et puis on peut être soit investigateur principal, soit co-investigateur. Donc, on va proposer à l'enfant et à sa famille d'intégrer un essai en expliquant bien toutes les phases de l'essai, ce qu'on attend d'un essai, en sachant que c'est des hypothèses et que tant que l'essai n'est pas terminé, on ne peut pas en connaître les résultats. Donc il y a toute une pédagogie, j'allais dire, de l'essai clinique aussi à bien savoir expliquer aux enfants et à leur famille. Et effectivement, nous participons, que ce soit dans le domaine des maladies héréditaires du métabolisme ou des maladies neuromusculaires, à un certain nombre d'essais comme cela. C'est vrai que depuis 1 an, nous avons pu avoir à disposition donc une thérapie génique spécifique dans la myotrophie spinale infantile, maladie redoutable sans traitement, et pour lequel de proposer ce traitement, mais alors vraiment le plus précocement possible. Et c'est là où il faut vraiment voir ces bébés tout de suite, dès qu'il y a une hypotonie qui est
diagnostiqués, il faut vraiment les voir pour voir s'ils rentrent dans le cadre d'une amyotrophie spinale ou pas. Si c'est le cas, on va leur proposer un traitement qui peut être une thérapie génique ou une thérapie qui est très proche. Là, il y a des indications qui sont discutées qui sont discutées en particulier au niveau national avec nos collègues, et ça c'est très important. Il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire pour définir le meilleur traitement pour l'enfant et qu'il évolue le mieux possible. Ce type de traitement, là on est au début d'une histoire qui est en train de se créer et qui va se développer d'année en année. Il y a beaucoup plus déjà dans d'autres types de maladies, il y a déjà d'autres thérapies géniques qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont même plus des essais, qui sont déjà à disposition, et puis un très grand nombre d'essais. Donc les perspectives, c'est vraiment un développement. Et bien se dire que ces traitements, on est en train d'écrire une nouvelle histoire de ces maladies rares, puisqu'on connaissait très bien l'histoire naturelle sans traitement spécifique. Mais avec ces traitements, il reste encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus. Est-ce qu'il y aura des complications qu'on ne sait pas déceler maintenant? Est-ce qu'il y aura un vrai gain dans la qualité de vie, un vrai gain par rapport au handicap qu'entraînent ces maladies? Tout ça ne peut se faire justement qu'au niveau des centres de référence pour pouvoir suivre les enfants au mieux, de façon vraiment pluridisciplinaire et de façon aussi transversale avec l'ensemble des centres qui s'en occupent au niveau au moins national, voire international. Voilà, et à ce moment-là, on pourra vraiment dire comment ces enfants iront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Pour l'instant, on ne peut pas encore répondre à cette question, mais c'est un challenge qui est absolument fantastique. Oui. Et en matière d'organisation des soins, vous avez participé au rapport publié en mai dernier sur la pédiatrie et l'organisation des soins de santé de l'enfant au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous parler de vos travaux actuels pour l'amélioration des soins, en particulier en matière d'éthique? Alors, c'est vrai que ça, c'est une autre casquette qui n'a strictement rien à voir avec ma casquette maladie rare. Mais peut-être quand même, puisque lorsqu'on s'occupe de centres de référence, vous l'avez bien compris, on participe à l'organisation des soins de santé, même si c'est pour des thématiques extrêmement spécifiques. Et donc j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été nommée expert dans une mission qui a été confiée à l'IGAS sur l'organisation des soins de santé de l'enfant en France. Ce qu'il y a de sûr, c'est les grands messages de ce rapport, c'est surtout une bien meilleure coordination et j'allais dire un meilleur partage des tâches entre les différents professionnels de santé. Ne plus avoir une vision très tunnelaire de l'action médicale et par contre, l'enfant qui a besoin d'un certain nombre, aux différentes étapes de sa vie, d'un certain nombre d'examens, de dépistage, de repérage, voir avec quel professionnel de santé tout cela peut se faire. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même maintenant de plus en plus d'enfants qui ont des maladies chroniques. Actuellement, on estime que 90% des enfants porteurs de maladies chroniques, dont les maladies génétiques, atteindront l'âge adulte. Et donc, il est évident que l'ensemble des professionnels doivent pouvoir répondre aux besoins de santé de ces enfants, qui sont des besoins de santé qu'on va appeler nouveaux, parce que jusqu'à présent, ils étaient, entre guillemets, un peu trop confinés hospitalo-centrés. Ces enfants sont dans leur domicile, vont à l'école et il faut absolument qu'ils soient pris en charge en ambulatoire par la médecine ambulatoire et en particulier la pédiatrie ambulatoire. Donc des rôles qui doivent être bien spécifiques de premier recours, de deuxième recours, de troisième recours. Voilà, donc ce rapport a été remis en mai 2021, il a été très bien accueilli au niveau du ministère et de la DGOS. Une feuille de route a été établie et des premiers résultats sont déjà parus en janvier 2022, avec en particulier la place des puéricultrices qui est mis encore plus en avant suite à ce rapport dans l'organisation et leur place dans la santé de l'enfant. D'autres domaines devraient suivre et celui que nous allons suivre de très très près aussi, c'est l'amélioration des soins au niveau hospitalier, puisque comme on l'a dit, il y a de plus en plus de centres de référence, il y a des thérapies innovantes, des thérapies géniques, qui nécessitent aussi que nos structures hospitalières soient capables de relever le challenge, et ça passe par
une augmentation du personnel dédié par une meilleure surveillance, une meilleure éducation thérapeutique, etc. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour pouvoir aboutir à une meilleure prise en charge de ces enfants. En termes d'éthique, je crois que la réflexion éthique, sur parler des travaux de l'amélioration des... Je pense que la réflexion éthique, elle fait partie de tout regard médical, quel qu'il soit, enfin médical ou de tout professionnel de santé. Et les principes de bioéthique qui prévalent actuellement doivent absolument être respectés, quel que soit en fait le niveau du soin qu'on va faire, quel que soit, et c'est pas réservé à des soins aux enfants porteurs de maladies très rares, c'est tout médecin doit avoir ce regard éthique et c'est quand même un peu la base de la médecine hippocratique. Professeur Chabrol, vous nous avez donné beaucoup d'informations, aussi des perspectives. Est-ce que les points qu'on a évoqués ne sont pas du tout exhaustifs? Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitiez nous dire aujourd'hui? Alors, moi, ce que je dirais, ça fait donc maintenant plus de 40 ans que je m'occupe d'enfants, et puis d'enfants parmi ces enfants les plus vulnérables, puisque sont ceux qui sont porteurs de handicap, souvent les plus fragiles. Et mon constat, il est double. Il est extrêmement positif avec le nombre de progrès dans la compréhension de la pathogénie, l'approche thérapeutique, la mise en place de soins qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 30 ans en arrière. Il est par contre un peu plus mitigé dans le sens du regard des soignants, de l'approche qu'on peut avoir, et peut-être aussi on est un petit peu à la croisée des chemins. On nous demande, en particulier dans les maladies rares, dans le cadre des centres de référence, énormément de missions. Et alors, j'allais dire, c'est peut-être qu'on n'a pas toujours les moyens, mais plus ça, je pense qu'on nous demande peut-être un petit peu trop et qu'il faudrait mieux savoir répartir en fait les tâches et savoir aussi promouvoir ces tâches à l'extérieur de l'hôpital. L'hôpital ne peut pas faire face à tout, l'hôpital ne peut pas répondre 24 heures sur 24 à des demandes d'urgence qui croissent chaque année, alors qu'il n'y a pas plus de mortalité ou de morbidité parmi la population infantile, au contraire. L'hôpital ne peut pas répondre à la prise en charge de maladies extrêmement sévères, lourdes, tout seul. Il y a besoin d'un relais en ambulatoire, et puis travailler avec les associations, bien sûr, mais il faut travailler dans la main. On ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes en permanence, à tout moment. En tout cas, le travail actuel, la vision du travail et le travail médical ne l'autorisera plus. Donc, il y a une vraie réflexion, mais qui est une réflexion sociétale, sur la place que jouent ces équipes médicales, et ce qu'on attend d'eux, et ce que la société aussi est prête à apporter autour. Merci beaucoup, professeur Chabrol, pour toutes ces informations, recommandations aussi au niveau général pour le soin. Et on vous souhaite une très bonne continuation à vous, vos centres, vos patients et aussi à la plateforme, bien sûr. Merci beaucoup.